François Lucéran a fait sa carrière professionnelle au CNRS. Dans cette troisième partie, il nous invite à compléter la pensée mécaniste avec une pensée en organisme. C'est un beau thème, c'est-à-dire comment exercer notre conscience à passer d'une pensée en mécanisme à une pensée en organisme. Quand j'étais au Foyer Michael pour parler d'histoire des sciences, j'ai vraiment essayé de faire vivre ça un petit peu. Parce que ça me semble la clé des besoins présents, en fait. Il ne s'agit pas de perdre les mécanismes. Mais il faut penser aussi autrement, il faut penser en organisme. Et là, on est beaucoup moins habile. C'est-à-dire où on devient de plus en plus conscient, et scientifiquement conscient, des liens, des feedbacks, et qu'on en déduise des gestes d'action, donc une technique, qu'elle soit sociale ou pour le vivant, qui s'appuie sur cet organisme pour le faire vivre, au lieu d'apporter une force, une réponse en disant il y a une bactérie qui m'embête, je tue la bactérie. On pourrait dire c'est la version biologique de la force centrale. On va directement agir, on trouve le vecteur du problème, et on enlève le vecteur du problème, on trouve l'arme qui permet, etc. Et ça, c'est très précieux d'en avoir. Il y a des moments où on est bien content d'avoir les antibiotiques, mais ça ne permet pas globalement de résoudre la question écologique ni de la santé, je pense, complètement, et pas non plus la question sociale. La question de l'équilibre social par des forces. Il faut mettre des forces antagonistes pour trouver un équilibre harmonieux. Cette seule vision n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un équilibre statique, mais on cherche quand même à ce que les choses aient une certaine pérennité. Donc, même si c'est dans la dynamique, il faut que ça puisse perdurer. Et donc, quelque part, ça forme un tout qui se régénère. Mais tu pensais au social aussi. Il s'agit pas. On peut évidemment trouver des équilibres très statiques aussi dans le social, comme ça a été fait dans pas mal de civilisations d'antan, avec la vision hiérarchique, etc. C'est pas ça auquel on aspire, évidemment. La vie n'est que déséquilibre. Et déséquilibre permanent, mais des équilibres incroyablement équilibrés. C'est-à-dire, et trouvant finalement son expression dans cette diversité. Donc, effectivement, la diversité, le plus formidable, c'est que la diversité renforce l'individualisme en même temps. C'est-à-dire que d'accepter la diversité, c'est en même temps permettre la singularité. Et donc, et ça, c'est quand même ça a un lien, je pense, l'exercice, on voit bien l'impact réciproque entre les pensées sociales et les pensées scientifiques sur le vivant se marient depuis longtemps. Depuis avant Darwin. Darwin a été marqué par son temps, par les conditions sociales et les explications de la classe ouvrière. Après, la question de l'équilibre par, disons, hasard et nécessité pour faire du néo-darwinisme, bien après, a marqué la pensée sociale, etc. Donc maintenant, il faut tirer de la question écologique et de l'exercice, ça, une conscience globale, et un savoir-faire global qui sera aussi valable d'un point de vue social, certainement. Prendre conscience de la globalité, par exemple, par une pensée systémique, on pourrait penser aussi peut-être à la pensée complexe, Edgar Morin, Deleuze, il y a quand même des tentatives magnifiques de se saisir de la complexité. On pourrait dire le chaos, c'est la théorie du chaos moderne, c'est quand même merveilleux. Cette émergence dans la mécanique, dans les années 60, même si les prémices ont été posées, des bases très, très complètes ont été posées par Henri Poincaré à la fin du 19e. Là aussi, on découvre que finalement,
même dans une description au départ mécaniste à force centrale, la dynamique elle-même, avec les attracteurs, il y a des signatures qualitatives très importantes, et donc on découple le déterminisme de la prévisibilité. On dissocie le fait que la signature d'avoir compris la détermination des choses, c'est la capacité à les prédire. Et que c'est fondamental, c'est mathématique. Donc là aussi, mais à chaque fois, il ne faut pas croire que c'est ça qui va nous faire trouver l'identité humaine et l'identité des choses. Malgré que c'est des grands progrès conceptuels, il y a encore le risque que tu dis, c'est de se dire on a trouvé la solution, elle est à l'extérieur et la singularité individuelle est perdue à nouveau. Donc il faut, et à mon avis c'est là que l'anthroposophie est quand même super avancée d'un certain point de vue. Le dernier congrès international de la section des sciences au Goetheanum, qui a lieu tous les 4 ans, si je me souviens bien du titre, c'est Diversität steigert Identität. Il faudrait que j'aille vérifier. Donc l'idée c'est la diversité renforce l'identité. Et ça a été abordé de plein de façons. Si on regarde la diversité d'une prairie, pour rentrer dans la diversité nécessaire à une prairie vivante et qui forme une identité très particulière du fait de cette diversité, il faut rentrer dans l'identité des plantes, de chacune de ces éléments, et puis il faut passer au stade où on en perçoit finalement l'intérêt. Comment de ça résulte un être qui est la prairie, dans ce lieu, dans cette situation géographique, etc. Et donc effectivement ces exemples sur la nature sont plus simples à vivre, mais ils méritent d'être travaillés dans les sujets très complexes de la relation humaine, disposer d'expériences pour trouver les bonnes formes pour que la diversité soit totalement acceptée et soit source de l'émergence de l'identité de chacun. Et quand même, je ne sais pas si tu en es capable, mais moi non, de citer la fameuse phrase qui fait la signature de ce qu'on appelle la triple organisation sociale de Rudolf Steiner, où il parle de cette polarité intrinsèque à l'être humain, qui est quasiment une contradiction insoluble. C'est cette situation où l'humain n'est humain que s'il est social, et il n'est humain que s'il est individuel. Et les deux sont quand même des forces polaires qui peuvent vraiment s'opposer. Pour moi, c'est la justification qui est des partis de gauche et des partis de droite. Là, il y a du côté, si on prend les choses comme signature, du côté de la droite, il y a la volonté de souligner et de faire vivre l'identité individuelle, dans ce qui est positif de la droite, et dans ce qui est positif de la gauche, c'est de faire que le collectif soit vraiment au service de l'humanité. Évidemment, les deux extrêmes, d'ailleurs ils se retrouvent, conduisent à la négation des deux, du collectif et de l'individu. Et donc ce challenge de l'humain, pour moi c'est une des signatures de l'humain, c'est trouver la solution entre deux inconciliables, l'individu et le collectif. Et ça se trouve, mais ça ne se trouve pas en théorie, je crois. Ça se trouve dans la réalisation, dans l'acte intuitif de trouver les bonnes formes qui permettent qu'effectivement l'individu se met naturellement, avec son égoïsme, au service d'un bien commun, et qu'il y trouve sa satisfaction, et que la société ne stérilise pas le potentiel de chaque individu qui fait sa richesse. Moi, disons, quand je mets le mot amour un peu imprudemment sur une voie médiane dans les solutions, par exemple, entre gauche et droite, c'est ça qui est derrière. C'est-à-dire que dans l'action, il va falloir que d'un certain point de vue, je me lie aux deux tendances, que je les comprenne. Quand je les comprends, si je le fais avec autre chose que la froideur de l'intellect, il vient quand même du vrai lien.
il peut venir de l'admiration des deux tendances, comme j'ai pu le dire, façonner l'individu, façonner le collectif, par exemple. Et donc, dans une situation donnée, l'intuition que là, eh bien, j'aime ces deux choses, mais ces deux choses sont mortifères en soi si elles ne trouvent pas une solution concrète qui les harmonise. Des règles, des machins, il faut trouver le truc. Et c'est cette intuition, elle a un lien avec l'amour, c'est-à-dire de ces deux parties, on pourrait dire, de l'être humain. Je sais que je n'habite pas jusqu'au dernier degré ce concept d'amour. Et simplement j'ai des pistes, mais je ne peux pas dire que je les habite, que l'expression ultime correspond avec légitimement au mot Christ. Mais ça, je ne peux pas complètement l'habiter. Mais il y a des pistes où de temps en temps, je me dis, oui, effectivement. Effectivement, il y a bien là l'expression de ce ultime de ce concept, l'amour. Au moment du déremboursement de l'homéopathie, qui était quand même un choc, pour moi, qui n'est pas une décision scientifique, c'est-à-dire que si on se base sur la physique moderne, on n'a pas de raison de penser qu'il faut forcément une expression, qu'il y ait des grains, des atomes. L'atome n'est pas une bille, donc c'est quelque chose de tellement complexe que prétendre que son influence n'est là que quand il y a des petites billes et qu'on peut compter, c'est quand même une vision du 19e. Quoi. Et j'ai un collègue qui a écrit avec des collègues physiciens aussi de haut niveau, un livre magnifique sur l'émergence, sur différents thèmes, où on voit que la science telle qu'elle est ne peut pas justifier cette aspiration au réductionnisme atomistique, qui est à la base du rejet de l'homéopathie. Plus d'atomes, plus d'effets. Et qu'en fait, déjà, les propriétés de l'eau ne sont pas déductibles des propriétés d'oxygène et d'hydrogène. Et on ne voit pas de piste pour le faire. Et bien sûr qu'on pourra discuter sur la légitimité au moins scientifique, après on peut discuter d'économique et du social, au CNRS. Et donc j'ai profité du café, et on marche vers l'endroit où on prend le café après la cantine, et je lui pose la question. Un collègue me dit « Ah là tu vas un peu loin François, non tu vas trop loin, il n'y a rien quoi, avec l'homéopathie, etc. » Donc pour moi c'est très symptomatique de quelqu'un qui a toutes les données scientifiques pour sortir de ce que je pense être un vrai préjugé, mais dont la source est assez mystérieuse, du réductionnisme atomistique, et qui pourtant ne peut pas le faire, même si après, en se quittant, il me dit « Ah, il faudra quand même réfléchir qu'on en reparle », mais il n'en a jamais reparlé. Voilà, donc c'est une anecdote pour dire à quel point la communication, même avec vraiment des gens éclairés, il y a beaucoup de couches à enlever pour qu'on puisse aborder sereinement et en quête de compréhension vraiment, qu'on peut dire scientifique, ce genre de sujet. La société, alors là pour le coup, la culture nous a mis beaucoup de couches à enlever, c'est pas un problème facile. C'est que si on arrive à intégrer que cette impossibilité pratique, en fait, en pratique, de permettre que chacun laisse tomber ce qu'il a cultivé au point que ça l'empêche d'entendre la même chose, l'autre chose, etc. On va pas y arriver à enlever ça. Là, on sera mort avant. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, mais... Et donc, où ça n'est plus un sentiment de solitude, c'est quand on l'a intégré comme une donnée de l'humain. C'est-à-dire qu'on peut aimer la personne qui ne fait pas ça. Soi-même, il y a des moments où on se surprend à effectivement être clivant. Et voilà, ça fait partie de l'humain, donc ça fait partie du taf. Pour moi, ça fait partie de la dimension humaine, et donc ça fait partie des composantes. Et si on est d'un réel pragmatisme aimant, pas d'un pragmatisme qui veut juste son propre intérêt, mais un pragmatisme plein de chaleur, eh bien, il faut intégrer ça. Il faut intégrer ça, comprendre. On comprend que la personne, elle rejette. Et puis, on essaye, on voit si on peut vivre avec elle ou pas. Toutes les situations sont possibles, mais je ne vois pas d'autre solution. Mais c'est quand même assez satisfaisant
Parce que ça va... Alors, je ne sais pas jusqu'où ça doit aller avec la question du mal, mais évidemment, ça va jusque-là. Ces problèmes de séparation entre les humains sont quand même les petits germes de ce qui peut conduire jusqu'au mal. Et donc, la question est énorme, en fait. Mais dans quelle mesure on doit garder dans l'humanité la question du mal? Quand même, Hannah Arendt a répondu de façon magistrale à cette question. Et ce qui ne veut pas dire que c'est la réponse ultime, mais voilà, il y a quand même, c'est encore une des signatures de notre humanité, c'est-à-dire qu'on ne peut être vraiment dans la lumière que si on côtoie l'ombre. Sinon, la notion de liberté humaine n'a pas vraiment de sens. Et donc, là à nouveau, ça peut nous ramener à ce mystère vraiment étrange que la question centrale de l'humanité qui est l'émergence d'un Dieu dans un corps, donc le christianisme, et aussi côtoie le mal absolu de la torture. Vraiment, la crucifixion, c'est une chose, pour moi, presque impossible à accepter. Ça se fait progressivement, intellectuellement, évidemment, on amène vite des solutions, mais si ça doit rester, si je dois me relier à une capacité d'expérience, c'est par moments, je sens effectivement que c'est dans la signature de l'humain. C'est-à-dire du mystère de la liberté, qui est en général pas non plus très bien compris dans la culture. Il y a des moments, on s'y surprend quand même. Même si on a une quête et une certaine expérience pour l'éviter, je fais partie quand même des gens qui ne sont pas super clivants. Je veux dire, c'est clair. Oui. Mais il y a des moments où on a quand même le rejet de certaines choses, tendance à reporter dans un groupe. Et en plus, c'est pas complètement faux au niveau de l'analyse. Je veux dire, c'est quand même vrai qu'il y a des dynamiques collectives qu'on peut juger vraiment négatives. Et il ne faut pas perdre ce jugement. Il ne s'agit pas d'arriver béni oui au milieu de n'importe quoi. Je veux dire, quand on tire des flèches, il faut mettre le bouclier quand même. Tant que tu n'as pas trouvé le moyen de faire que l'autre n'a plus envie de tirer la flèche. Mais pour maintenir le dialogue de façon non hypocrite, purement, disons, pragmatique égoïste, c'est-à-dire juste pour les bénéfices que tu vas en tirer, ça a quelque part à voir avec l'intérêt pour cet autre qui t'est si hostile. Sinon, quelque part, c'est pas intègre. Donc il faut que dans l'acte de connaissance, j'intègre sa position. Ça ne veut pas dire que je la partage et que je la favorise. Mais moi, je ne vois pas d'autre solution d'être honnête. Sinon, c'est de la politique, ça c'est vertu. Je veux dire, les services diplomatiques sont faits pour ça et sont quand même très utiles. C'est-à-dire trouver des formes pour que ça cohabite sans... Mais il y a un progrès énorme lié aux sciences. Actuellement, ce sont les éthologues. Je peux peut-être citer des noms, puisqu'ils sont publics et connus, comme Baptiste Morisot, Vincent Després, tout ce courant publié par Actes Sud sur la manière de se lier au vivant. Baptiste Morisot développe le concept d'ambassadeur de la relation. Et c'est très très profond, je pense. Parce que justement, il dit on ne va pas faire un service diplomatique des ambassadeurs de la relation. Comment ça vous tombe dessus? Il décrit ça, il est très savoureux, il a un style formidable en plus. Ça vous donne sous forme de mauvaise conscience, parce qu'en fait vous êtes traître à toutes les parties. Mais vous devez donner une main et une voix d'expression à quelque chose d'immatériel qu'est la relation. Et vous devez le faire quand même par amour des parties. Il prend l'exemple des brebis, des bergers et des associations de défense du loup, etc. Évidemment qu'il faut comprendre le berger qui en a marre de se faire bouffer ses brebis et attaquer ses patous. Bien sûr qu'il faut comprendre cet être vivant magnifique que le loup, et pour ça il faut aller en tant qu'humain complet
dans l'expérience physique, les suivre avec sa sensibilité pour se lier à ce langage, pour vraiment rentrer dans une expérience du loup, du chien patou, des bergers, des associations, des écologistes qui voient etc. C'est que quand même par empathie qu'on peut faire que toutes ces parties à intérêt objectivement opposés trouvent finalement qu'en tant qu'organisme, ils y ont tous bénéfice, envie, et finalement envie de créer cet organisme où tout ça vit. Et je reviens à la pensée organique, ça fait partie des démarches de la pensée organique, concrète. Et là, je pense qu'il y a un courant qui est quand même issu de la science, qui est nature scientifique, et qui est en train de faire, Baptiste Morisot, je crois, ne prononce pas vraiment, mais je pense qu'il n'est pas loin du concept, une révolution post-galiléenne. C'est-à-dire que l'école de Galilée a posé qu'effectivement, le scientifique, le chercheur, ne fait pas de philosophie, il doit simplement vérifier, faire des expériences, et objectiver les relations et la connaissance. Et après tout, ce qui sent et tout ça, ça n'a pas d'importance. Et c'était quand même nécessaire pour développer la science. Il fallait quand même émerger du contexte. Et maintenant, on en est aux fruits mortifères de cette démarche fructueuse, du point de vue de tout ce que ça a apporté. Et il est temps de remettre le balancier dans l'autre sens, c'est-à-dire de réintégrer que si on fait science quand on est là en tant qu'être humain complet, qui pense, qui se base sur son affect aussi de la situation et qui s'engage physiquement dans la situation. Et là, on a les trois, on est là en être connaissant complet et c'est une science. Ça reste une science et à mon avis, c'est ça que Steiner appelle la science spirituelle. Et c'est pas un oxymore. Et c'est en train de naître. Avec légitimité, ils se revendiquent plutôt non spiritualistes, tout ce mouvement. Ils ont raison pour l'instant. Mais en fait, c'est une dimension spirituelle. Déjà, la relation, comme il le dit, ça n'a pas de voix et ça n'a pas de main. Oui, c'est ça. Pourquoi, en tant que scientifique, je me retrouve actuellement comme président de la Fondation Paul Corrose. J'ai été dans le conseil pendant des années avant d'être président, c'était encore François Jordan, mais disons, de toute façon, appelé, peu importe le statut exact, mais dans le conseil de la Fondation Paul Corrose, qui a vocation à permettre à la jeunesse de trouver le moyen de se former pour des métiers en particulier, mais aussi pour elle-même, aux différentes facettes de réalisation de l'anthroposophie. Donc en termes de pédagogie, en termes de mouvement artistique, agricole, médical, etc. C'est quand même mes compétences d'essayer d'avoir une vue d'ensemble et de faire des liens, justement, on a dit ça, de créer des liens, de contribuer aux liens. Parce que donc je suis heureux d'avoir l'occasion dans ma vie d'avoir finalement un impact social que je n'ai pas eu autrement que par ma vie naturelle, professionnelle, familiale, etc. Mais là, un peu plus général, je dirais. Donc c'est un cadeau qui m'est fait, malgré que c'est pas dans ma nature. D'un certain point de vue, je préférerais retourner à mes trucs de science. Je passe beaucoup de temps à cette fondation. Mais je sens que ça a vraiment un sens, parce que ce but, c'est justement ce qu'on vient de dire, c'est de permettre à des humains de faire des expériences à nouveau. Et ça paraît trivial, mais ce n'est de moins en moins le cas dans notre société. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple de l'enseignement des mathématiques, il est progressivement coupé de la notion d'expérience. Ça devient de la transmission d'informations. Au lieu d'être centré sur le fait que, subitement, en se focalisant, alors on prend toujours l'exemple de Pythagore, qui est un archétype de théorème qu'on fait assez jeune, en focalisant la question, on peut arriver à avoir en conscience tous les ingrédients et de se dire « j'y suis, c'est vrai ». Et cette expérience, elle est centrale. Mais c'est une expérience. Si je transmets juste, donc vous avez un triangle rectangle, C2 égale A2 plus B2, j'ai transmis d'informations, avec ça je peux faire beaucoup de choses, construire beaucoup de choses, mais ce n'est pas une expérience. Alors que, à partir de l'anthroposophie, il y a un vrai savoir-faire qui s'est développé pour réensemencer dans toutes les directions des expériences, et je pense que c'est un ferment utile pour l'avenir et pour les jeunes. Donc voilà, je sens le sens de ça, et donc mon engagement est complet. Plus je ressens que c'est un cadeau d'action sociale
qui ne m'était pas très naturel, à vrai dire. Voilà.